bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer l'exposé et de présenter l'objet composant, je vais un peu présenter le contexte dans lequel je suis entré dans le domaine de l'arme ancienne, parce que quand je utilise le concept, vous entendez dans le fond, ça va, le concept arme, ça libère les fantasmes, ça va dans tous les sens. Je vais parler aussi de Moyen-Âge, Renaissance fantasmée, puisqu'il y a ce retour au XIXe siècle. Ça fait déjà 3 fantasmes ensemble. Bon, je vais un peu me positionner par rapport à mon trajet personnel, qui est tout à fait particulier dans le domaine de l'art. Je signale tout de suite, comme chantait Marie-Paul Belge, je n'ai pas de goût pervers. Bon, non mais vous riez, mais ceci dit, parfois je provoque toutes sortes de réactions, sauf après les exposés bien sûr. Alors, je vais quand même commencer un peu par le 19e siècle. Pourquoi? Vous allez croire que je prends des chemins tortueux, mais, comment dirais-je, je suis un peu un des successeurs de cette lignée de recherche. Bizarrement, qui disparaît un peu maintenant, mais enfin j'en parlerai. Bon, vous connaissez tous les courants romantiques et les reconstitutions de Viollet-le-Duc, etc. Bon, je ne vais pas étendre là-dessus. Je vais me centrer sur l'arme en soi, en parlant par exemple du fameux château de Pierrefonds, réinterprété par Viollet-le-Duc, en y mettant énormément de moyens. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont visité, en tout cas ça vaut vraiment la peine. Il était très peu habité. Et je vais parler aussi un peu de sa fameuse salle d'armes, ou la salle dite des 10 preuses, et qui a contenu une fameuse collection d'armes et armures, qu'à l'époque on plaçait en panoplie. Le concept est important parce que maintenant c'est plus la même chose. Alors, d'où venaient ces armures? Napoléon III, à grand fait, a racheté toute la collection d'un noble russe qui était désargenté, ça arrive aux Russes aussi, et a garni ainsi les murs de cette salle de ses armures. Mais il avait aussi avec lui, je dirais, un grand complice, c'est le comte de Nieuwerkerk, qui était son, c'est pas comme ça la fonction, hein, on pourrait dire pratiquement son ministre de la Culture, même s'il n'en avait pas le titre, et qui était responsable des musées nationaux, comment dirais-je, qui chapeautait toute l'organisation liée aux antiquaires de France, etc., et qui était un grand collectionneur. Bon. Et à cette époque, les gens bien nés, entre guillemets, les gens qui avaient beaucoup de moyens, se faisaient construire des châteaux, des manoirs, des villas, ça vous connaissez, mais ils reconstituaient le mobilier. Ceux qui n'avaient pas, ils l'achetaient chez les antiquaires. Alors, il faut voir aussi que la fonction d'antiquaire a commencé à se perfectionner à cette époque. Ben oui, plus il y avait de la demande, plus il y avait du profit à tirer, et ça fonctionnait comme ça. Bon, alors, défaite de Napoléon III, que vous connaissez, et il a fallu sauver toutes ces armures de Pierrefonds, mises en caisse et envoyées au musée de l'artillerie. Et puis elles ont été ressorties par la suite, et elles sont toujours conservées, heureusement maintenant, sinon les Prussiens se seraient servis, comme ça s'est d'ailleurs passé en 1815, etc., puis à la Révolution. Et le comte de Nieuwerkerk, il n'était plus bienvenu en France, il a assuré ses arrières, il est parti vivre en Angleterre, porter sa collection en Angleterre, il a réussi à trouver un acheteur, que vous, sans doute vous connaissez, Sir Wallace, d'où sa collection, qu'il a vendue 600 000 francs or, pas rien à l'époque, est partie à la Wallace Collection, que je connais bien, dont je connais aussi pas mal d'objets, j'ai les catalogues, et les pièces du comte de Nieuwerkerk sont bien reprises dedans. Mais à l'époque, on commençait, ça c'est un autre courant, que celui de garnir de panoplie ces demeures. C'est le début de la recherche scientifique sur les armes anciennes. Et déjà, autour de Napoléon III, vous avez des érudits qui font des recherches, qui lui apportent aussi des objets, parce que bon, il était acheteur, et tout ce courant va continuer, notamment très très fort dans les pays anglo-saxons.
Et ça continue après la guerre 14, dans les années 20, notamment au Metropolitan Museum of Art, la collection de Bashford Dean, par exemple, avec de grands catalogues qui existent toujours, mais très rares. On, je dirais, accueilli un patrimoine français qui est méconnu, mais ça j'en parlerai une autre fois. C'est l'étude des épées de cour, qui sont des véritables pièces d'orfèvrerie, mais que la France méconnaît un peu, bizarrement, alors qu'elle en a produit pas mal. Les Suisses aussi, bien évidemment, puis ils disposent encore de pièces et de pièces de locaux, comme l'arsenal de Soleure, etc. Hein, l'arsenal de la ville de Genève, bon, j'ai eu l'occasion, je en reparlerai plus loin, de travailler avec la responsable du département des armes et armures. Ce sera pour la suite d'un autre exposé. Et donc, indépendamment du domaine aussi, je dirais, du besoin d'avoir des panoplies dans sa demeure, on a fabriqué aussi, c'est ça qui complique un peu les choses, mais ça vous concernera un peu après, j'expliquerai pourquoi, c'est des objets qui sont des objets de décoration, parfois très bien faits. On a copié relativement, il y a toujours des erreurs, fidèlement des objets d'époque. On a fait des catalogues. Par exemple, en Allemagne, il y avait un monsieur Conrad qui faisait de superbes copies qui sont collectionnées maintenant. Et ça, c'est le marché, si vous voulez, de l'art. Mais on a fait aussi des remontages qu'on a vendus parfois très cher pour des vrais. Il y en a une ici au musée Crozatier. L'épée de Masquinet d'or, qui est prêtée par le Louvre, au départ appartenait à un peintre qui, lui, utilisait ces éléments comme accessoires pour ses peintures. Et tout ça a été revendu aussi à Napoléon III. Puis, par quel chemin le Louvre en a hérité, bon, tout ça a été reparti quand même au musée de l'artillerie, des pièces sont passées au Louvre, mais là c'est un remontage par exemple, mais qui à l'époque a été vendu très cher. Vous voyez, bon, mais ça n'a jamais cessé et ça continue jusqu'à notre époque, ceci dit, ce genre de jeu. Bon, alors, pour revenir au courant qui est le mien, il y a 30-35 ans d'ici, j'ai rencontré à Bruxelles, un peu, enfin, je ne crois pas au hasard, un groupe d'intellectuels qui se réunissaient chaque semaine au centre de la ville, au Sablon, et qui étaient collectionneurs, mais qui, par l'intermédiaire des objets, entraient sur les chemins de l'histoire. Donc c'est un trajet particulier, qui est le mien aujourd'hui. Donc je ne suis pas historien, même si j'ai eu des cours universitaires liés à l'histoire que j'ai pris en option, et j'ai pris ce chemin-là. Donc je n'ai pas tout à fait le vocabulaire des historiens, parfois d'autres disciplines, mais bon, ça expliquerai après. Et bon, il y a des gens peut-être que vous connaissez, peut-être pas en France, l'écrivain Henri Verne qui a sorti les bouquins autour de Bob Moran. Il est mort l'an dernier à 102 ans, c'était l'écrivain le plus âgé au monde. Il collectionnait tout ce qui était gothique. Un autre était professeur à l'université de Varsovie. Il avait fait ici une formation d'orfèvre et il travaillait à la restauration. Donc j'ai appris avec lui, tout doucement, rencontrant tous ces gens, des travaux de restauration, un minimum, parce que c'est souvent très complexe, et il faut voir jusqu'où on va, etc. Bon. Alors, c'est pour ça que, entre autres, Bernard a confié le travail, parce que, non pas que j'étais un professionnel, je n'ai travaillé pour personne, sauf pour moi, et je fais partie aussi de l'association du musée d'Armes de Liège, où là, je fais des écrits, des recherches scientifiques, avec des publications. J'en ai laissé 2 exemplaires à la bibliothèque, si vous voulez consulter. Malheureusement, ils sont très vite épuisés parce que c'est imprimé en quantité limitée. Alors ici, signes et symboles sur monture d'épée. Alors c'est ce qui m'intéresse maintenant. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'objet en soi, mais ce qu'il véhicule. Ça a été très peu étudié. Et alors il y a des surprises. Et une des surprises, ça a été cette fameuse pertuisane. Voilà, il y en a une autre aussi, où j'ai retrouvé une multitude de symboles qu'on ne connaissait pas, qui peut faire attribuer cette épée ciselée sur fond or à la ville de Liège. Mais bon, on ne peut pas toujours trop affirmer, parce qu'il manque des éléments pour pouvoir prétendre que c'est exactement à Liège que ça a été fait, mais bon.
Donc là, je continue à écrire des articles, puis je fais partie aussi de l'association des Amis du Musée de l'Armée à Paris depuis des années. Et là, à l'occasion, c'est pour pouvoir faire des études conjointes quand je fais des recherches. C'est pas toujours facile de les concerner. Il faut parfois les bousculer un peu. C'est un peu particulier, les Parisiens. Mais enfin, à un moment donné, j'y arrive. Et bon, donc voilà. Alors, concernant la suite ici, j'ai amené un objet que je ne dévoile pas maintenant pour ne pas vous distraire, mais qui pourrait vous concerner. Alors, avant de dévoiler ce que vous voyez déjà dans l'état où Bernard me l'a apporté, une pertuisane qui, comme ça, a l'air d'être un objet militaire. Tout ça a été couvert de aluminosite, de rouille. Voilà, je peux passer à la suivante. Ok. Voilà, c'est pas très beau, hein, l'état. Bon, alors, moi j'ai distingué la dégravure, etc. J'ai dit, ok, je peux la remettre en état. Voilà. Sans rien abîmer de ce qu'il y a en dessous. Vous auriez vu ça en brocante, peut-être vous ne l'auriez pas regardé. Enfin, moi bien. Mais bon, en attendant, elle avait quand même été un peu placée dans des endroits humides où il ne fallait pas. Mais en attendant, ce qu'elle m'a dévoilé, alors ça, j'ai jamais vu. Pourtant, j'en ai déjà vu beaucoup. Mais on va dévoiler ça tout doucement. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai vu au départ? À peu près ça. Les perles, une mitre. Mais ça, Bernard l'avait déjà vu aussi, hein, ces éléments. Donc, il avait bien vu qu'il y avait quelque chose là en dessous. La suivante. Alors, ce qui m'a attiré aussi, c'est, vous voyez, un blason qui était bien connu aussi, et Bernard avait bien repéré, et ses amis. Et ce que j'ai repéré aussi, c'est des traces de damasquinure d'argent. Donc, les 5 fuseaux, peut-être sur fond bleuï, et l'encadrement également du blason était damasquiné. Alors ça veut dire quoi damasquiné? Ça veut dire qu'on a creusé un sillon, le plus perfectionné, mais je ne l'ai pas vu ici, c'était fait à queue d'aron, c'est-à-dire à queue d'hirondelle. On y fixait à chaud et au marteau le métal, qu'on allait poncer par la suite, et éventuellement regraver, et non seulement on faisait des sillons, mais on faisait aussi des petites encoches transversales, de manière à faire en sorte que l'entièreté des fuseaux soit recouverte d'argent. Ici, vous n'en avez plus que des traces. Alors, voilà, suivante. Alors, ici, elle est restaurée, la photo n'est pas de très bonne qualité, mais pour sa première sortie, elle s'est retrouvée alors à l'exposition. C'est le château des évêques à Monistrol-sur-Loire. Et lors de cette première exposition, tout fraîchement sorti de mes mains, on voit bien mieux déjà la damasquinure d'argent avec les fuseaux. Voilà. Alors ça, bon, voilà un exemple de pertuisane. L'étymologie, d'ailleurs, c'est un peu curieux, ça vient de partisan, mais je ne sais pas très bien pourquoi, je n'ai pas pu trouver autre chose. Vous voyez qu'elle est conçue avec une base à demi-lune. C'est pas fait exprès pour que ce soit joli, même si ça l'est d'une certaine façon, mais c'était aussi pour les pertuisanes de guerre une façon de pouvoir stopper, arrêter des coups, soit d'autres armes d'astes. L'arme d'astes, c'est le terme générique qui reprend tout ce qui est lance, hallebarde, corset, etc. Et ici, en voilà une d'apparat qui, simplement, porte le nom de son propriétaire. Donc, on a, et là, elle date de la première moitié du XVIIe siècle. Elle est lyonnaise. Et ce que vous allez remarquer, vous allez voir par la suite, c'est que la base que vous voyez là, elle est décorée de feuilles d'acanthe, exactement comme sur la pertuisane du Monasquier. En général, c'était fait en Italie. Et les références au niveau des motifs décoratifs viennent de là. De toute façon, la région, Lyon était tout à fait ouverte sur l'Italie et les artisans. Allez, suivante.
Ah oui, ça je vais en reparler un peu plus loin. On va parler de grenades, pas dégoupillées, mais les fruits. Hein, ici voilà une représentation ancienne, parce qu'on va la revoir par la suite sur la pertuisane. Voilà, suivante. Voilà encore ces grenades qui vont se retrouver dans les fameux motifs symboliques. Oui, suivante. Voilà un exemple. Ça, c'est pas une pertuisane, c'est une hallebarde. Alors, elle est dans un grand état de fraîcheur, elle n'est pas sortie de la rouille. Beaucoup ont été conservés parce que ce sont des collections d'État. Et elles sont restées en très bonne conservation. Mais ici, à la différence de celle du monastier, elle est gravée à l'eau forte. Alors, gravée à l'eau forte, si vous voulez, c'est une gravure à l'acide. On recouvrait l'ensemble du fer avec un vernis relativement épais, des produits qui venaient souvent d'Orient, par l'Italie d'ailleurs. D'ailleurs, ça commençait par là, les premières gravures à l'eau forte, puis en Allemagne du Sud, puis on y gravait les motifs que l'on voulait, on dégageait le métal, et puis on passait le tout dans un bain d'acide nitrique. Enfin, facile à dire, hein, mais bon. Et donc, l'air de rien, c'est spectaculaire, mais celle du monastier, pour moi, elle a coûté plus cher parce qu'elle n'est pas gravée à l'acide. Elle a été gravée au burin, avec les damasquinures, etc. C'était beaucoup plus complexe. On va le voir par la suite. Voilà. Alors, voilà, déjà, après un premier nettoyage, vous voyez la différence. Ici, vous voyez l'amas de grenade. Vous voyez, on verra mieux tout à l'heure parce que j'ai reproduit toutes les gravures à l'identique. Ce sera plus lisible, mais enfin bon. Ça, c'est en l'état, c'est ce qui apparaît. Une oie de chaque côté, voilà. Et au-dessus, on en reparlera un peu plus loin, un rapace qui vient picorer une récompense quelque part, mais on va en reparler après. Et vous voyez mieux la damasquinure des palmes qui entourent le blason de Saint-Nectaire, et vous voyez les traces, parce qu'au départ, tout ça était recouvert d'argent. Donc il a bien fallu une accroche du métal. C'est heureusement resté, voilà, et tout ça, donc c'est pas du tout gravure à l'acide. Bon, voilà, suivante. Alors ici, vous voyez des parties qui ont quand même été relativement effacées, usées. Ce rapace, je vous le distinguez là, est-ce que vous voyez? C'est un serpent qui n'a pas du tout envie de se laisser faire. Il se tortille, parce qu'il y aura une deuxième représentation de l'autre côté. Il n'y a pas la même chose sur chaque face. Hein. Et là, vous voyez aussi la damasquinure, une crosse d'évêque. Alors, vous voyez de nouveau les petites stries qui ont permis l'approche du métal, qui ont fait en sorte que l'ensemble de la crosse était représenté en argent. Le fond, ça peut encore se discuter, il y a plusieurs techniques. Voilà, suivante. Alors voilà l'autre face. Vous voyez un vol d'oies, il y en a 3, autour de cet amas de grenades. La décoration dont je vous parlais tout à l'heure, cette frise de feuilles d'acanthe, vous l'avez vue sur une autre pertuisane de type italienne. Voilà. Et vous voyez aussi la damasquinure de l'autre côté. Ok, suivant. Alors là, vous voyez la mitre, également damasquinée d'argent, avec des attributs au centre, qui devaient apparaître, la croix, etc. Et la crosse. Ça, Bernard nous va reparler de cet aspect après. Hein. Bon. Et cet oiseau que j'ai un peu qualifié de serpentaire, c'est celui que j'ai trouvé le plus proche. Mais le but, ce n'est pas de représenter un oiseau de façon fidèle, mais en tout cas, c'est un oiseau qui sait attaquer les serpents. Et ici, qu'est-ce qu'il en a fait du serpent? C'est un peu dégonflé, là. Hein. Vous voyez qu'il est vaincu, en fait. Donc, le serpent attaque, l'oiseau, il y a combat entre les deux, il y a une lutte, et là, il est vaincu. Et puis, sur l'autre, récompense. L'accès aux grenades, qui symboliquement ont une signification suivante. Alors voilà, ça n'a pas été simple à faire, mais c'était pendant le premier Covid, ça fait du temps.
j'ai recouvert, parce que on va la montrer ensuite, tu vas pouvoir, après les deux dessins, mon épouse peut circuler, ah oui, avec des gants. Attention, pourquoi? Moi, je n'ai pas le problème, mais de toute façon, c'est un principe, quand on touche un objet en métal et en fer, si on a les doigts assis, 2 heures après, c'est la catastrophe, hein, c'est déjà marqué. Donc toujours des gants en coton pur pour présenter les objets. On va quand même enlever le bouchon, on va pousser trop loin Maurice. Hein? Oui, monsieur, passez un peu sans mettre les doigts, on peut vous montrer. Pendant ce temps-là, j'explique un peu. Peut-être allumé. Pardon? Peut-être allumé? Encore? Non, ça va venir. Ah ça va venir. Ça va venir. Alors, vous remarquez que, ça j'ai remarqué aussi, la forge est impeccable. Donc, au départ, c'est forgé comme une véritable arme. Oui, la pertuisane servait à quoi comme arme? C'est une sorte de glaive. Et qui servait, et rien de gentil à l'époque quand même, c'était pour couper les jarrets des chevaux. Ça ressemble un peu comme glaive qui était porté par les Italiens de la noblesse à la fin du XVe siècle, qu'on appelle des cinque dea, 5 doigts. Donc le talon de la lame de largeur de 5 doigts. Des glaives à peu près de cette longueur, superbement décorées à l'or, damasquinées avec des scènes de l'Antiquité. C'était assez somptueux. Et là... voilà. Alors, pour reproduire cette gravure, j'ai recouvert l'ensemble d'un film alimentaire. Voilà, bien fixé. Et puis, je me suis procuré, à l'époque, c'était pas facile, en plein Covid et les gendarmes un peu partout, des marqueurs indélébiles. Et pour ne pas effacer avec la main, c'était en main levée, j'ai repéré tout ce que je pouvais encore de gravure. Donc c'est plus lisible la maintenant des deux faces. Alors après, ben, évidemment, j'ai décollé l'ensemble, je l'ai mis sur parce que ça pouvait très vite se replier, sur un papier blanc, scanné. Le premier scannage, j'ai refait des corrections et rescanné ensuite. Voilà. Donc je peux obtenir une reproduction fidèle des gravures de part et d'autre. Alors là, on voit mieux le rapace là au-dessus qui a vaincu, qui combat le serpent, vaincu c'est de l'autre face, et puis qui aura accès à la félicité, c'est une sorte de représentation du paradis terrestre. Cet ensemble de grenades, c'est un symbole de résurrection aussi, voilà, et les oies, symbole de pureté, qui gravitent là autour, et la couronne comtale. Alors, je signale aussi au niveau de la couronne comtale, pour dire à quel point, à mon avis, l'objet était relativement somptueux, c'est que les traces d'insertion des fils d'argent est suffisamment profonde que pour avoir fait la damasquinure des perles en relief, en demi-rond de bosse. Donc, il faut imaginer, alors le résultat, ça devait être très beau. Et il est possible aussi, alors les petites perles que vous voyez là, étaient aussi en relief. Et les fonds, il est possible qu'ils aient été bleuis, qui correspondent ou compte fait aux couleurs d'origine du blason. Comment faisait-on pour obtenir ce bleuis? Ah ben, c'était tout un art. On utilisait de l'huile d'olive, notamment, puis à chaud, suivant la couleur du métal, on le trempait et on obtenait ce bleu nuit qui est devenu difficilement reproductible à notre époque. Donc, bon, il est possible aussi que l'ensemble ait été doré. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce que je vous ai reproduit, ce n'est pas toute la pertuisane, mais c'est la limite de la gravure. Mais on voit qu'elle est bien délimitée. Et en général, quand c'était délimité, les fonds avaient une couleur particulière. Bon, ça pouvait parfois être noirci, mais je ne crois pas que ce soit le cas, ça pouvait être doré. Le problème, c'est si la dorure était superficielle, je n'ai pas trouvé de traces. Par contre, sur une autre pièce dont on parlera plus tard, là j'ai trouvé les traces d'or. Donc, il faut quand même imaginer, c'est quand même un objet assez somptueux. Voilà. Suivant. Ça, c'est l'autre face.
Vous voyez très bien la forme de la crosse, Bernard en reparlera, parce que toutes ces significations, ça moi je ne connais pas. Vous voyez la mitre, très très bien. Vous voyez cet amas de grenades qui est moins usé que l'autre côté. Alors vous voyez les oies autour qui se précipitent et qui tournent là autour. Bon, l'accès à la félicité, au paradis et tout, ben, c'est quand même des âmes pures qui peuvent l'atteindre. C'est un peu mon interprétation, ceci dit. C'est moi, c'est ce que je lis comme ça, mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Ça s'arrête là. Voilà. Et bon, donc, alors les palmes paraissaient couvertes d'argent également. Donc, pour moi, ce type de travail, c'est ce qui se faisait couramment en Italie du Nord, et les commandes passaient via Lyon, parce que là, bon, le commerce avec l'Italie et la communauté italienne et les grands artisans était très importante à Lyon, et le style, c'est ça aussi, avec notamment, vous voyez, encore ces feuilles d'acanthe, etc. Maintenant, ce qui est unique et que je n'ai jamais vu, c'est des symboles comme ça. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? Un blason. Si c'est un mariage, ça peut être les blasons de famille. Ce qu'on voit aussi parfois associé, c'est une devise. Et bon, donc, ici, c'est absolument unique. Je vous dis déjà d'avance, une fois que je commence à chercher, j'en ai trouvé deux autres. Alors, le hasard, il a bien fait les choses, j'en reparlerai un peu plus tard. J'en ai retrouvé une qui a sans doute appartenu, sans doute, au duc de Nemours. Il y a des raisons bien précises pour ça, mais ça, je vous le démontrerai dans une autre conférence. Et une autre, qui est la mère du duc de Nemours, Anne d'Este de Ferrare, qui a aussi sa propre pertuisane, sur laquelle je n'ai jamais vu des symboles comme ceux-là. Et c'est pour ça que celle-ci et celle d'Anne d'Este, je les ai appelées des pertuisanes parlantes. Même au musée de l'armée à Paris, j'en ai jamais vu. Donc, quand même, vous avez une pièce assez extraordinaire qui vaut la peine d'être conservée et protégée, parce que d'habitude, blason, devise, etc., et j'expliquerai pourquoi après, quand on faisait ce genre d'objet, mais toutes ces représentations-là, c'est absolument unique, c'est la première fois que je vois ça. C'est pas mal. Suivant. Alors, voilà ce que je vous disais. Voilà une pertuisane. Il faut peut-être éteindre maintenant. Oui, Hein? oui, Il faut vous peut-être éteindre maintenant. Ah oui, maintenant plus Merci. simple. Pardon, avec sa hampe, cloutée, décorée. Les hampes sont toujours à facettes, octogonales souvent pour l'appréhension. Quand c'est rond, vous pouvez déjà dire que c'est pas bon. Ça tournait dans les mains, et ça, on voit ça dans les panoplies, sans doute que vous avez vu peut-être au château du Bousquet. Gravé à l'eau forte. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Voilà, les blasons de famille. C'était fréquent, mais pas du tout celle de Saint-Nectaire. Suivante. Alors ça, même époque. C'est la pertuisane de la garde d'Henri III. Alors, elle n'est pas gravée à l'eau forte, elle était dorée, donc elle était gravée au burin. La base, ce n'est pas une demi-lune, on y a fait des dragons serpents, elle aurait pu figurer d'abord à l'exposition ici au musée, au niveau des symboles. Et c'est la deuxième photo que j'ai trouvée, parce que j'en avais une, elle était presque complètement effacée, mais on peut quand même, indépendamment de cette découpe, elle n'est pas tellement plus somptueuse que celle du monastier, pour moi. Hein? Parce que bon, alors ici, on a Vif le roi, etc., puis il y a une date de l'autre côté. Henri III. Suivant. Alors, ça, c'est encore une pertuisane lyonnaise. Vous voyez encore la décoration de l'officier des arquebusiers de la ville de Lyon. Mais là, on est vers 1640, ce qui veut dire que ce style a continué. Et pourquoi l'officier des arquebusiers? Ça, c'est gravé à l'eau forte aussi, pas au burin. Voilà. Je vais parler de ça plus loin, ok. Celui-là, il ne veut pas le lire, On revient il là. faut le lire autrement. Voilà. Tu pourrais voir
Ah oui, là, ça vous voyez d'autres photos de la Pertuisane en entier. Oui. Alors on est, ouais, à peu près là. Ça va. Je veux passer ça. Hein. Ouais. Oui, oui. Parce que si elle pose un problème, il vaut mieux passer. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc la voilà ici restaurée dans son ensemble. Donc là, ce que je vous disais par rapport aux perles et ces encoches relativement profondes permettaient d'accrocher suffisamment d'argent que pour les faire en forme de perles, un relief. Voilà. Suivante. Vous voyez beaucoup mieux la damasquinure ici, pas ce qu'il en reste. Je l'avais laissé parce que si nous ne l'avions pas apporté, ça me montrait un peu les proportions. Voilà, pas les miennes, hein, celles de l'objet. Suivant. Alors voilà l'oiseau que j'ai trouvé le plus représentatif, un serpentaire, il ressemble assez fort, mais c'est surtout la symbolique qui compte, hein, c'est pas une représentation ornithologique. Voilà. Alors voilà. Comment ça se fait qu'elle est arrivée jusqu'à nous? Ça, Bernard peut le dire mieux que moi. Alors, il s'agit d'un détail, d'un tableau conservé en main privée au Puy et qui représente une sortie d'un mariage à l'abbatiale du Monastier. Je dois vous dire que moi, je suis né en 50 et que j'ai connu le Suisse dans les années 55-60, pas en rouge, en bleu ou en noir selon les cérémonies. Et donc là, la Pertuisane, qui est incontestablement celle que vous venez de voir, elle a été conservée parce qu'elle a toujours été utilisée jusqu'en 50-60 par le Suisse. Et lorsqu'on l'a retrouvée dans un placard à balai où elle était... elle aurait très bien pu partir à la déchetterie. Très bien pu partir à la déchetterie. C'est un peu les circonstances dans lesquelles André a pu en acquérir une ou deux aussi. Oui. Et alors, cette Pertuisane, qu'est-ce qu'elle fait au Monastier? Alors, vous avez vu, comme moi, qu'elle représente les armoiries de la famille de Sénectaire, de 5 fuseaux d'argent sur fond d'azur. Voilà, donc on a aussi une mitre et une crosse. Alors là, il y a une dichotomie parce que l'héraldique religieuse est fixée dès le XVe siècle. L'héraldique aristocratique n'est pas fixée avant le XVIIe. Et en héraldique religieuse, une crosse qui est tournée vers l'intérieur, c'est toujours la représentation d'un abbé. Or, l'abbé du Monastier était seigneur, marquis et tout ce que vous voudrez. Donc la couronne comtale ou marquisale peut très bien lui aller. Mais il y a un autre détail, ce sont les motifs symboliques. Alors, comme l'a souligné André, évidemment, ces oiseaux, ils ont un rôle, ils ont une signification, ils ont un sens. Or, quel est le personnage qui est au Monastier, qui est abbé du Monastier depuis 1549, je crois, jusqu'en 1593? C'est Antoine de Sénectaire, qui va devenir un peu plus tard évêque du Puy. Et ce personnage, on l'a rencontré beaucoup pendant le colloque de Douvres. Ce personnage du XVIe siècle est un personnage absolument fabuleux. Il est d'abord très proche des ligueurs, du parti des Guises. Et lorsque se dessine la succession d'Henri III, il va devenir ce qu'on appelle un politique. C'est-à-dire qu'il va prendre fait et cause pour Henri de Navarre. Or, au Puy, la ville était extrêmement ligueuse. Derrière un autre personnage célèbre de l'époque, qui est le marquis de Saint-Vidal, Antoine de la Tour. Et ça va très très mal se passer pour Antoine de Sénectaire en son évêché du Puy, dont il va être délogé. Il va se réfugier à Espaly, d'où il va être délogé de nouveau par les ligueurs, et il va finir par se réfugier dans son abbaye du Monastier, dès 1592, où il mourra l'année d'après, en 1593. Alors comment, quand on connaît ce passage de la vie d'Antoine de Sénectaire, ne pas voir dans les oiseaux qui sont en train de vaincre un serpent l'allégorie de ce passage de la Ligue? Voilà. Et on va retrouver une représentation que j'ai recueillie aussi Voilà. après. Alors le tableau n'est pas en son entier, ça n'est qu'un détail. Il est aussi alors il est de Delphin Enjolras. Oui, c'est ça qu'il a grandi. Delphin Enjolras, qui est un peintre né à Coucouron
qui est plutôt spécialisé dans les portraits de jeunes femmes un petit peu éthérées, mais qui a quand même commis un certain nombre de scènes locales, dont cette sortie de mariage. Et cette sortie de mariage est très charmante et très très intéressante parce que les gens, ils sont en costumes locaux, en costume de cérémonie. Hein. Les dames ont les bijoux, le vélard, etc. Mais sa grande particularité, c'est le Suisse. Voilà. Et le tableau dans son entier, que nous publierons lorsqu'on publiera le travail d'André, représente évidemment la façade de Saint-Charles, il n'y a pas de doute. On va la voir. Voilà. Suivante. Voilà. Évidemment, elle n'est pas de bonne qualité, elle sera... voilà, le nous tableau aurons une meilleure photo dans pour la l'ensemble. publication. Ouais. Un tableau absolument charmant. Alors, voilà, maintenant, la fonction de ce type d'arme, entre guillemets, qui est en fait une arme symbolique, qui n'est pas destinée au combat, quoique elle aurait pu servir à la défense, de toute manière, mais ce n'était pas le but au départ. La médiatisation des gens de pouvoir à l'époque, c'est pas la même que la nôtre, même si la démarche est assez semblable, c'est de se faire voir, c'est de montrer sa puissance, c'est de montrer son pouvoir. Mais il n'y a pas la TV à l'époque. Alors, régulièrement, mais déjà les Romains le faisaient, hein, c'était pas nouveau, ça c'est l'entrée d'Henri IV à Lyon, 1595, il est revenu en 1600. Qu'est-ce qu'on faisait? On construisait des portiques, on construisait un véritable décor et on défilait. Et alors vous remarquez, les personnages importants, ils sont entourés de gardes, porteurs de pertuisanes, de hallebardes, vous en revoyez là au-dessus. Et il faut savoir que, là évidemment, ici on voit le cortège de façon virtuelle, il y avait une foule énorme qui se rassemblait. Mais on sait qu'un personnage important est présent quand on voit émerger ces fers de lance. En plus, somptueux, qui scintille d'or, qui représente aussi l'importance du personnage, sa richesse. Et des gardes entières étaient ainsi constituées. Plus elles étaient importantes, plus elles montraient le pouvoir de celui qui était ainsi entouré. La plupart du temps, ça a servi à ça. D'autres chefs d'État ont fonctionné autrement, comme le duc de Brunswick, à la même époque d'ailleurs, les années 1575-80. Lui, en plus, comme il était fabricant d'armes qui tenait à les ventes, il démontrait un peu tout ce qu'il était capable de fabriquer. Et il portait aussi dans la garde, de manière à impressionner les gens, des personnages de haute taille, pas toujours facile à trouver à l'époque, hein, vous le savez, n'était pas la même taille que maintenant. Et il portait des fameuses épées à deux mains. Il y en a deux qui sont exposées au château près de Saint-Paulien, de Roche-Lambert, qui sont un peu des copies postérieures, mais qui servaient surtout à ce type de procession pour représenter la justice, par exemple. Alors, c'était ces épées à deux mains utilisées par les reines pour couper des lances de l'adversaire. C'est très impressionnant quand vous voyez ces énormes épées portées sur l'épaule, en plus des hallebardes. Alors, comment dirais-je, les gens d'église en portaient aussi, à la fois chef d'État, cardinal Sforza portait, lui c'était un autre genre d'armes d'as, c'était des fauchons. On dirait plus une arme chinoise. Elles sont extraordinaires, ciselées sur fond or, somptueuses, ça coûtait une véritable fortune. Elles sont restées en l'état, on le voit parfois en vente publique maintenant, quand ça sort, c'est 100 000 euros. Oui. Bon, mais voilà, donc tout le décorum, le costume, les tabards, etc., brodés d'or et d'argent, ça fait partie du faste et ça impressionne les foules. Et ces défilés vont continuer jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle, notamment dans les pays anglo-saxons. Tiens, il y en a qui continuent un peu maintenant, non? On n'a pas vu ça à Londres, il y en a. Bon, suivant. Alors voilà, reconstitution d'une garde tyrolienne à partir des costumes du XVIe siècle. C'est la Partisanergarde zu Arles in Tirol. Excusez ma mauvaise prononciation. Alors, trois autres villes, Thor, Volder et Schwarz,
ont été inscrits sur le patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO Autriche en 2013. Et ça, cette garde d'honneur en habit de la cour d'Espagne devait escorter les processions de la congrégation mariale. Alors, les reconstitutions sont assez fidèles. Vous voyez la passementerie également. Là, vous voyez des pertuisanes qui ont été sans doute reforgées ou fabriquées autrement. Et chaque année, comment dirais-je, cette garde, depuis 1578, remet toute cette organisation à l'honneur. Donc, ça vous donne une idée d'un petit échantillon de ce qu'aurait pu représenter la garde de l'abbé du Monastier. Moi, comme je vois la couronne comtale, je dis il y a les deux, il y a l'Église et l'État. Les deux sont mêlés, un peu comme un prince évêque. L'État, c'est la puissance féodale. Et puissance féodale. Donc, on s'entoure d'une garde. Alors, celle qui est présentée ici, elle est peut-être unique. C'est celle qui est portée par l'officier de la garde. Les autres sont très très bien également, mais plus simples, vous voyez, sans décoration. Par contre, pour les plus riches, certaines étaient toutes décorées de la même manière. Et ça, on ne saurait pas le dire, mais vu la région, j'ai plutôt l'hypothèse que celle-ci était portée par le capitaine de la garde. Suivante. Bon, comme vous êtes allé au château du Bousquet, et puis que j'ai reçu ces photos, c'est pour vous expliquer la complexité aussi de ce type d'objet, puisqu'on en a fait des reproductions. Alors celle-ci, et les deux suivantes, eh bien, ce sont des reproductions Viollet-le-Duc. Ce qui complique les choses, c'est que, bon, on utilise des systèmes pour en refaire tout à l'identique, le système s'est embouti, voilà, et puis on ressoude à la forge une pique qui n'est souvent pas vraiment en acier trempé, donc ça fait un peu illusion. Et vous voyez ce qui devait se trouver sur celle du Monastier, parce que j'en ai les traces, mais ça a été coupé, ce sont des attelles, de manière à pouvoir la fixer sur la hampe suivante. Voilà une autre copie, voilà. Et la troisième, aussi, ben, ce sont des hallebardes qui ont de la gueule, hein, ça a un look, et puis depuis ça a pris de patine, ça a eu de la rouille, etc. Mais là, c'était fait pour ces fameuses panoplies sur demande pour les châteaux, les riches demeures, etc. Ah, on revient avant. Voilà. Alors ici, je vais quand même faire appel à vous, mais pour une suite, on ne sait jamais. Ah, aïe, aïe, aïe. Non? Je crains le pire. Est-ce qu'on peut t'aider? Alors, toutes ces pièces de la haute époque, bon, les amis dont je parlais tout à l'heure, parce que tous sont décédés, là, qui viennent de cette espèce de recherche du 19e siècle. Le bouchon, André. Le bouchon. Le bouchon de champagne. Voilà. Ah, c'est elle. La morphologie, c'est celle que j'ai dénommée, c'est d'origine italienne. C'est la hallebarde au griffon affronté. Ça représente deux griffons, vous voyez. Celle-ci, elle se trouve au musée, à côté. C'est celle, enfin, appartenue au Polignac, parce que vous en voyez les armes. Donc, c'est une pertuisane de la garde que je situerai plus ou moins dans les premiers quarts, premier tiers du XVIIe siècle. Alors celle-ci, elle vient d'où? C'est un peu une petite alerte que je vais vous proposer. Elle s'est retrouvée dans une vente publique à Riom. Elle était vendue comme hallebarde de Suisse. Elle était vendue pour rien du tout. On l'a dédaigné et il y avait aussi sa canne, ça je n'ai pas pris. Et ceci était en forme de S. Donc j'ai dû la restaurer pour la redresser. Bon. Et en fait, ça, on est vers 1600. Ah, ce sont des pièces de patrimoine et que l'on laisse dans les greniers, parfois qu'on a oublié. Et si jamais, dans les églises que vous connaissez, dans les greniers, etc., vous pourriez trouver quelque chose avec un avertissement. Je vous ai parlé des copies, il peut y avoir des copies aussi. Donc, bon, après, bon. Alors celle-ci,
Ça, c'est sans doute été fait à la belle époque, c'est une passementerie sommaire en laine, c'était rapporté, mais la hampe, en noyer, avec ses cannelures, ses facettes, elle lui est de l'époque 17e, les clous aussi. Et elle a aussi ce qu'on appelle, parce que c'est toujours des termes techniques hein, pour chaque objet, son sabot, très beau sabot. Alors celle du monastier, elle a aussi un sabot. Je l'ai étudié quand même, hein. Oui. Et seulement c'est ce qu'il en reste. Parce qu'on l'a sans doute recoupé la pointe, on l'a usé, on l'a coupé, c'est un travail de forge, et c'était pas toujours joliment mouluré comme celui-là. Bon, celui-là est peut-être postérieur d'ailleurs au fer. Hein, donc, pourquoi on faisait ça à facettes? C'était aussi pour ne pas que ça tourne dans les mains, et les cannelures avec la sueur, comme on avait un peu la frousse, il fallait l'évacuer quelque part. Donc vous voyez, tout ça est conçu. Bon. Donc voilà, ici, un objet dans le style de la Renaissance italienne qu'on a copié d'ailleurs. Hein. Ah oui, on a fait des faux aussi avec ça. Donc il faut distinguer le vrai du bon. Et là, des pièces comme ça, je remarque que dans cette partie sud de la France, on ne connaît pas et on ne les a pas étudiées, mais c'est le moment, si vous en voyez, de les sauver pour ne pas que ça reste ainsi ignoré et rouillé quelque part. Et c'est souvent, parce que ce n'est pas la première fois que j'en trouve, les gars suisses qui les ayant portés ont permis de les sauver. Donc voilà, je vous ai montré le pic de la contamination culturelle. À vous, la suite, pour essayer d'en trouver d'autres, peut-être. Suivante. Alors, ça, c'est une autre que j'ai découverte, mais j'en parlerai pas trop maintenant. Elle était entièrement rouillée, jamais touchée depuis l'époque. Alors, ça me demandait 34 heures de travail, mais ce qui me permet de voir les traces. Ça, c'est une vraie de combat. Mais, en même temps, il y en a une semblable au niveau du style, ici au musée Crozatier. Mais celle-là, pour moi, mais ça, je démontrerai ça plus tard, je ne vais pas le faire maintenant, elle a vraisemblablement appartenu aux troupes et à la garde du duc de Nemours, évidemment, qui était le chef des ligueurs dans la région. Il a pris la suite du sire de Saint-Vidal, et qui était, lui, en première ligne pour assaillir l'abbé de Saint-Nectaire au Monastier. Et là, j'ai recueilli énormément de documents pour pouvoir faire un jour une autre conférence à son propos, parce que c'est un drôle de personnage, et qui a fait le siège d'Alègue notamment et de Saint-Paulien, mais j'ai des éléments pour refaire quelque chose. Et donc là, vraisemblablement, et je peux prouver pourquoi, mais je ne le dis pas maintenant. Suivante, voilà, les détails. Et là, on voit évidemment que les fers sont de haute qualité, ici ils sont biseautés. Ça, c'est ce qu'on appelle un croc des arçonneurs. Vous êtes à cheval, vous vous envoyez à bas, clac, on vous fait tomber. Et puis on vous achève avec la pique. Voilà, ça c'est vraiment une de guerre. Suivante. Alors là, ça c'est la dernière découverte absolument fabuleuse. C'est celle d'apparat, comme celle du monastier, uniquement d'apparat, d'Anne d'Este de Ferrare, mère de François de Guise, épouse de François de Guise, qui était assassiné par Otto de Méré en 1563. Son fils, Henri de Guise, le balafré, a été assassiné aussi, vous connaissez l'histoire. Elle sera mariée avec un Nemours, comment dirais-je, disons de la lignée proche de la France des François Ier. Et elle a eu 2 fils et une fille, dont ce fameux Victor Emmanuel qui est venu faire le ligueur ici, mais il y avait d'autres choses que la ligue dans sa tête. Voilà, suivante. Alors, elle a des attributs absolument extraordinaires que j'ai jamais vus. Ici, ça représente le dragon, serpent dragon Laon, qui garde les pommes d'or de l'arbre du jardin des Hespérides, et qui sert de croc d'arrêt, mais il ne va pas fonctionner comme ça. Voilà. Alors, il est omniprésent, puisqu'il est censé être insomniaque et surveillé jour et nuit. Il sait voir en l'air, il sait voir sur les côtés et voir en dessous.
extraordinaire, ça j'ai jamais vu sur Albart. Suivante. Alors, ça, cette histoire, je ne vais pas la raconter, parce que j'ai commencé l'étude. Vous avez la devise d'Anne d'Este et les représentations qui sont là-dessus, et l'inscription en grec. C'est une dame retraitée qui était chef de service à la Bibliothèque nationale qui m'a fait une traduction. Mais s'il y en a d'entre vous qui connaissent bien le grec ancien, j'aimerais bien d'autres points de vue, parce que là, je n'y connais rien du tout. Suivante, l'autre. Et de l'autre côté, les armes de France. Famille royale. Donc c'est une pièce unique dans l'histoire de France, mais avec tout ce que j'ai pu décoder jusqu'à présent, c'est Pertuisane raconte la fin, à sa façon, des épisodes guerriers, 6 ou 7 guerres de religion du XVIe siècle. C'est assez fabuleux, j'ai jamais vu ça, et elle appartient bien à Anne d'Este, parce que là vous avez son chiffre. Là c'est raconté, c'est en plus de la devise. Voilà, mais ça c'est pour plus tard, si ça vous intéresse, la suite de la recherche suivante. Alors ici, comme je vous parlais des Albart de Suisse, eh bien ici c'est à Saint-Paulien, que j'appelle dans l'appartement de Quasimodo, parce que se trouve à l'étage un curieux appartement avec cheminée. Sans doute on devait loger quelqu'un qui devait sans doute surveiller à la fois l'église et s'occuper de pas mal de tâches qu'on lui avait confiées. Et là se retrouvent les emblèmes des pénitents et ceux du Suisse, la Pertuisane et la canne, encore en bel état. La hampe et tout ça a été refait. Voilà une vue et une seconde, suivante. Voilà. Alors là, je la situe vers 1600. Et c'est un modèle d'ailleurs qui a inspiré la morphologie des Pertuisanes de la garde du roi Louis XIV, au début de son règne. Donc ça mériterait d'être nettoyé et d'être valorisé autrement que de rester là au-dessus. Voilà un exemple concret de quelque chose que j'ai trouvé en regardant en l'air un jour que on faisait faire la visite de cette superbe église. Suivante. Alors, voilà ici un tableau que j'ai vu au musée de Riom, tout à fait panoramique. Bon, et vous voyez les attributs des pénitents, mais vous voyez là aussi, dans le fond, la Albart, ou Pertuisane, du Suisse. Ça veut dire que très souvent, on a récupéré des éléments de la Renaissance ou un peu après, qui sont toujours peut-être présents maintenant. Donc c'est pour un peu activer une recherche possible. Suivant. Alors là, je terminerai par un tableau qui reprend la collection, une partie de la collection somptueuse, eh bien, de ce ministre de Napoléon III, qui a tout revendu à la Wallace Collection, le comte de Nieuwerkerk. Et moi-même, en connaissant les objets de la Wallace Collection, ils sont reconnaissables. Alors, ça, c'était la mode à l'époque. Même lui, avec une collection qui était quand même raisonnée et étudiée, s'était présenté en panoplie, très chargé. Des vitrines, etc. Et il faisait visiter, d'ailleurs, Napoléon III a fait visiter cette salle de Pierrefonds de 1867 à la fin, 1870. Tout ça est parti à la Wallace Collection, et si vous allez un jour à Londres, c'est superbe comme musée, les richesses qu'il y a dans cette collection. Et voilà, je termine ici cet exposé. Si, et s'il y a des questions. Il y a peut-être des questions après cet exposé intéressant. Oui. Jean. Oui. Alors, quels étaient les fabricants de ces armes? Oui. Alors, je vous ai parlé des Italiens parce que c'est vrai que ce sont pratiquement les premiers, notamment dans les armures. Les plus belles armures, elles ont été réalisées au XVe siècle dans toute la région de Brescia. Oui, mais ma question était plus précise. Quels étaient les artisans? Quels artisans fabriquaient? Est-ce que c'était des
les armures, pas les armuriers, ils fabriquent les armures. Mais est-ce que c'était les arquebusiers, quels étaient les... Mais c'est pas la même chose. Hein. Vous avez... Des serruriers, non? Pas des serruriers. Non, c'est pas des serruriers. On les a dénommés par la suite des fourbisseurs. Mais les fourbisseurs, c'est aussi ceux qui reçoivent les travaux de forge et qui finissent l'ensemble. Donc ça prête un peu à confusion, c'est comme ça qu'on les a appelés en France. Mais autrement, comment dirais-je, vous avez les batteurs de lames, que ce soit d'épée, que ce soit d'armes d'as, etc. C'était une catégorie. Mais bon, on faisait des lames de dague aussi. Mais les montures... Bon, il faut savoir que sur chaque objet, vous avez plusieurs corps de métier qui travaillent. Donc on ne peut pas dire qu'il est unique. Bon, si vous voyez celui-là, eh bien, vous avez la forge, d'accord. Vous avez la gravure, c'est un autre corps de métier. Vous avez la hampe, encore un autre. Les clous, c'est encore des autres. Et la passementerie, c'est encore des autres. Alors quand on arrive dans les armes à feu, c'est beaucoup plus complexe. Alors quand vous avez la gravure, vous avez la damasquinure. En fait, c'est un travail de coordination assez complexe de différents types de métiers, suivant la somptuosité de l'objet. Donc, comment dirais-je, voilà, alors ils étaient effectivement rassemblés dans des guildes. J'ai essayé de trouver des documents sur ces corps de métier à Lyon, mais tant que maintenant j'en ai pas trouvé, parce que la plupart du temps, ça venait par l'Italie, et ça venait aussi par les ducs de Savoie, qui assuraient les passages et qui les gardaient pour faire venir de la région de Milan, Turin, etc., toutes ces armes fabriquées dans le nord de l'Italie. Bon, quand je referai un exposé par la suite sur les guerres avec le duc de Nemours, j'ai par exemple un armet, une défense de tête française, très rare, parce que c'était aussi les Italiens qui les fabriquaient. Puis les Allemands à l'Allemagne du Sud, a commencé aussi, de plus en plus. Mais les Français n'avaient pas le monopole de la fabrication de ces armes. Je n'ai jamais vu de lame française. C'était importé, c'est facile. Par la suite, c'était importé surtout de Solingen. Il faut attendre vraiment la fin du XVIIe siècle pour avoir des fabrications d'armes, manufactures royales, etc., Klingenthal, etc., et autres, avec signature française. Mais autrement, vraiment le nord de l'Italie, toute la région de Brescia, ils avaient la métallurgie, ils avaient le métal, ils avaient un art de travailler absolument fabuleux, mais ça, ce serait une autre histoire. Donc tout ça a été produit là-bas, et, comment dirais-je, la photo que je vous ai montrée d'une pièce qui devait appartenir au duc de Nemours, en fait, elle fait partie de l'arsenal de la ville de Genève, mais ça venait d'Italie. Voilà. Alors, par contre, je ne sais plus exactement la période exacte de la fondation de la manufacture royale d'armes de Saint-Étienne. C'est au XVIe, au XVIIe. Et il y a évidemment une production majoritaire d'armes à feu. À feu. Mais il y a aussi, si on va au musée historique de la ville de Saint-Étienne, il y a aussi des armes blanches. Il y a des lames d'épée, il y a des baïonnettes, il y a tout un tas d'armes blanches qui sont fabriquées. Et on a aussi le fer et le feu. Ouais. Mais aussi des erreurs. Et au plus on a les arquebusiers. Oui. Et on a aussi les fondeurs de bronze qui fondent le pétard du Fusaro, dont on sait le succès qu'il a eu, puisqu'il a tué plus de canonniers que d'ennemis en face. Ouais. Ah oui, alors les armes à feu, ça c'est encore autre chose. À Saint-Étienne, oui, c'est un peu comme, je la compare assez facilement avec celle de Liège, plus ou moins même époque, etc. Et donc bon. Voilà. C'est Henri IV, la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Ouais. Fin 16e. Il n'y avait pas que il y avait des manufactures. Je suis un petit peu connaissant parce qu'on a reçu à la chute un moule à hostie qui est une signature. Qui est une arme. Oui, enfin, peut-être. Et elle est signée. Et cette signature, j'ai appris ensuite que c'était un armurier de Saint-Étienne qui l'avait donnée. Et elle est du 17e. Mais ce n'était pas les manufactures royales, c'était un armurier. Ah, mais bien sûr. Ouais. Mais là, la plupart du Elle est temps, très jolie d'ailleurs, c'est un dessin d'une crucifixion sur le grand hostie.
souvent c'était fondu alors ce type de moule. Souvent de la fonte. La plupart du temps, oui. Mais enfin bon, pourquoi pas hein, les pommeaux d'épée de rapière étaient fondus au départ. Hein, la technique apparaît au XVe siècle. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. C'est bon, est-ce qu'on a épuisé le sujet? Certainement pas, mais comme vous l'avez compris, André a encore de nombreuses pertuisanes et albardes ou autres objets nastes à nous faire découvrir.